Le livre du dimanche, c'est le livre de Nicolas Corato, Grande plaidoirie et grand procès, publié chez Heredium Documents. Bonjour Nicolas Corato. Bonjour Philippe. On vous connaît bien, on vous retrouve régulièrement le lundi soir dans Les vraies voix de la politique. Alors votre livre commence par une phrase très intéressante. L'histoire de France est aussi une histoire judiciaire. Est-ce que c'est une spécificité française ? Certainement, parce que on sait à quel point le droit est structurant pour la construction de la France et à quel point le rôle des parlements de l'Ancien Régime qui rendait la justice a été politiquement très important. Donc oui, une grande partie de l'histoire de France s'est déroulée aussi dans les tribunaux. Alors justement, dans votre livre, il y a plein de grands procès, Fouquet, Louis XVI, Dreyfus, Landru. Votre livre commence avec le procès de Jean sans peur pour le meurtre de son cousin prétendant au trône de France. Un procès, il y a même les plaidoyers en vieux français, c'est extraordinaire dans ce livre. Alors c'est bien, on comprend bien le vieux français. Et l'abbé Saint-Fiacre, et se termine par Amen. L'Église joue un rôle important dans les procès sous l'Ancien Régime ? Ah ben oui, parce que les procès sous l'Ancien Régime, on invoque, enfin, le juge suprême, c'est le roi. Et le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre. Donc nécessairement, tous ces procès, tous ces plaidoyers de l'Ancien Régime sont placés sous la haute autorité divine représentée par le roi. Donc oui, la religion est présente dans la justice jusqu'en 1789. Alors justement, dans votre livre, on parle du procès Fouquet. Vous me passerez l'expression, jugé pour bling-bling ostentatoire vis-à-vis de Louis XIV au château de Vaux-le-Vicomte. Une histoire incroyable où se mélangent intrigue, jalousie, politique. Oui, c'est l'histoire d'un des hommes peut-être qui a été le plus puissant de l'histoire de France et qui va se retrouver sur la route du roi qui aspire à être le plus puissant des rois. Oui. Voilà. Donc nécessairement le choc est ultime et il y a dans leur rencontre, notamment dans la visite de Louis XIV à Vaux-le-Vicomte, toute une fantasmagorie puisque finalement quand on veut être plus puissant que le roi, ben on en paye les pots cassés. Effectivement, il y a bien évidemment le procès Louis XVI, en long, en large, en travers. Est-ce que c'est le procès le plus important de l'histoire de France ? Je ne sais pas, c'est un procès peut-être, parce que finalement, vous qui connaissez bien la politique, Philippe, on court après ce procès, puisque depuis le début de la Ve République, les Français continuent à chercher leur roi. Mais c'est tout à fait vrai. Voilà, donc, et on le cherche en vain, on va dire. Hein, voilà. Et donc, il y a dans ce procès beaucoup de choses. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un avocat absolument formidable qui s'appelle Desèze, oui. Qui va défendre au péril de sa vie le roi et qui va invoquer la justice et qui va invoquer le droit, et notamment le droit de la défense. Et en fait, c'est un procès, c'est peut-être là tout le problème de notre régime politique, c'est que ce procès est un faux procès. C'est un très mauvais procès. Le roi n'a pas pu se défendre. Et donc, on n'a pas pu faire le procès de l'Ancien Régime. Et depuis, on essaye de faire politiquement le procès de l'Ancien Régime depuis 1789. Mais justement, il a été condamné à mort à une voix près. On est surpris quand on connaît le caractère expéditif des procès sous la Révolution. Ça s'est passé à peu de choses. Oui, et on dit que cette voie près, c'est celle de son cousin Philippe Égalité, donc Philippe d'Orléans, qui aurait voté la mort du roi. Alors, il y a aussi le procès de Marie-Antoinette, incontournable, qui était joué d'avance puisqu'on l'accusait d'inceste. Oui, ça on l'a un peu oublié. Tout le procès, toute la plaidoirie de l'avocat Chauveau-Lagarde de Marie-Antoinette consiste à plaider pour l'histoire. Il plaide pas pour la peine, il sait que sa cliente, entre guillemets, est condamnée. Il plaide pour l'histoire, pour la mémoire de cette femme qu'effectivement les révolutionnaires accusent à tort d'inceste. Et avec des mots qui sont absolument licencieux, horribles, odieux. Justement, c'est une parodie de procès bien plus que pour son mari avec Fouquier-Tinville comme accusateur public. Oui, et qui ne laisse quasiment pas parler l'avocat qui a dû griffonner en extrême urgence 2 minutes avant de passer devant le tribunal révolutionnaire quelques mots sur des notes qui ont été conservées aujourd'hui. D'ailleurs, les notes de plaidoirie de l'avocat sont toujours conservées. Alors, après la monarchie, le tribunal révolutionnaire, on passe à la République avec le procès d'Alfred Dreyfus, le procès qui a peut-être le plus divisé la France. Oui, c'est un procès hautement politique. C'est pour ça aussi que l'histoire de France se joue dans les prétoires. C'est un procès qui a divisé la France, c'est un procès qui a divisé y compris les familles, jusqu'au sein des familles, il y avait des Dreyfusards, des anti-Dreyfusards. C'est un procès d'une violence inouïe. Je rappelle que le jour où il vient faire sa plaidoirie, Laborie, l'avocat de Dreyfus, est attaqué dans la rue devant le palais de justice. On lui tire dessus au revolver et le procès doit être reporté. Oui, c'est un procès d'une violence inouïe. Et un procès qui a pile un siècle, Landru, en 1921, le plus sensationnel.
Le plus sensationnel, Landru qui est devenu une sorte de figure mythologique de la France, avec un humour excessivement grinçant, un avocat marseillais, Moro Giaferi, un immense avocat qui va faire des dégâts énormes, et puis surtout une vraie question, puisque on n'a pas retrouvé grand-chose des victimes de Landru. Oui, c'est vrai, mais c'était les billets de train où il avait payé que l'aller qui ont servi de preuve majeure. Il n'offrait que des billets aller à ces gentilles dames qu'il amenait dans sa maison de campagne. Oui, à Gambais, dans les Yvelines. Alors justement, dans cet excellent livre, j'ai été surpris qu'il n'y ait pas les procès Pétain et Salan, dans lesquels il y a deux immenses plaidoiries des maîtres Isorni et maître Tixier-Vignancourt. Oui, alors parce que c'est deux des grands procès de l'histoire de France. Il y a deux raisons. Il fallait faire des choix. Le livre n'était pas extensible à l'infini. Et puis il y a une raison très très pragmatique, mon cher Philippe, c'est que les plaidoiries sont des œuvres de l'esprit au sens de la loi et sont donc couvertes par le droit d'auteur. Oui. Et que sur ces plaidoiries, il y a encore des ayants droit. Voilà. Effectivement. Dernière question, Nicolas Corato. Un procès peut-il être un grand procès sans une grande plaidoirie? Oui, il y a des procès dans lesquels les auteurs eux-mêmes sont plus grands que leurs avocats. Et on retient surtout le comportement du prévenu, de l'accusé ou de certaines victimes. Mais un grand procès, ça joue quand même entre une grande affaire et un grand avocat et une grande plaidoirie. Merci beaucoup Nicolas Corato. Alors si vous aimez l'histoire, si vous aimez la grande histoire, si vous aimez le droit, si vous aimez les livres bien écrits, il y a même du vieux français dedans. Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence, 10 procès historiques décryptés. Alors je vous le dis, il y a Fouquet, Louis XVI, Marie-Antoinette, Dreyfus, Landru et Jaurès. Dont je précise que l'assassin a été acquitté. Absolument, qui a été acquitté. Un livre absolument passionnant, notamment si vous êtes avocat, ça c'est un livre à lire absolument.